Chapitre 12. La route d'art. D'où provient véritablement la magie? L'a-t-on dans le sang de la naissance, de même que certains chiens naissent avec le talent de suivre une piste, tandis que d'autres sont doués pour garder des troupeaux? Est-ce un savoir qui peut s'acquérir par la simple volonté d'apprendre? Ou bien les diverses magies sont-elles inhérentes aux pierres, aux eaux et aux terres du monde, si bien qu'un enfant s'en imprègne avec l'eau qu'il boit ou l'air qu'il respire? Toutes ces questions, je les pose sans avoir la moindre idée de la façon d'y trouver les réponses. Si nous connaissions l'origine de la magie, celui qui le désirerait pourrait-il créer un sorcier de grand pouvoir? Pourrait-on élever un enfant pour la magie comme on élève un cheval pour le labour ou la vitesse? Ou bien choisir un nourrisson et commencer à le former avant même qu'il sache parler? Ou encore bâtir son logis là où la terre regorge le plus de magie et où on ne peut y puiser à loisir? Ces questions m'effraient, tant que seul m'incite à y chercher réponse le fait que, si je ne m'y lance pas, quelqu'un d'autre risque de le faire à ma place. C'est en début d'après-midi que nous parvâmes à la piste large indiquée sur la carte. Notre étroit sentier s'y fondit comme un ruisseau dans une rivière. Nous devions la suivre pendant quelques jours. Parfois, elle passait devant des hameaux nichés dans un repli protecteur des montagnes. Mais alors, loin d'y faire halte, Ketriken nous faisait au contraire presser le pas. Nous croisions aussi d'autres voyageurs qui nous saluaient courtoisement, mais refusaient fermement toute tentative de conversation. Si aucun d'entre eux reconnut en Ketriken la fille d'Ayod, il n'en laissa rien voir. Vint un jour, cependant, où nous voyageâmes du matin jusqu'au soir sans apercevoir âme qui vive, non plus que hameau ou chaumière. La piste se rétrécit, et les seules traces qu'elle portait étaient anciennes et brouillées par de récentes chutes de neige. Quand nous la reprîmes le lendemain matin, elle se réduisit bientôt à une vague sente qui serpentait entre les arbres. À plusieurs reprises, Ketriken s'arrêta pour examiner les alentours, et, une fois, elle nous fit rebrousser chemin pour prendre une autre direction. Je restais pour ma part incapable de détecter les signes sur lesquels elle se fondait. Ce soir-là, une fois le camp monté, elle sortit à nouveau la carte pour l'étudier. Sentant son incertitude, j'allais m'asseoir auprès d'elle et, sans lui poser de questions, ni lui donner de conseils, je contemplais avec elle les dessins à demi effacés. Enfin, elle me regarda. Je pense que nous sommes ici, dit-elle, en montrant le bout de la piste marchande que nous avions suivie. Plus au nord, nous devrions tomber sur cette autre route. J'espérais qu'il existait une ancienne piste pour les relier. Il me semblait logique que cette vieille voie soit rattachée à une autre, plus oubliée. Mais à présent, elle soupira. Demain, nous irons à l'aveuglette en souhaitant que la chance nous sourie. Nul d'entre nous ne trouva d'encouragement dans ces derniers mots. Néanmoins, le lendemain, nous reprîmes notre progression, droit vers le nord, à travers des bois qui paraissaient n'avoir jamais connu la hache. Les branches s'entrelaçaient loin au-dessus de nos têtes, tandis que d'innombrables générations de feuilles et d'aiguilles formaient un épais tapis sous la neige inégale qui était parvenue jusqu'au sol. Pour mon vif, les arbres de cette forêt possédaient une vie spectrale quasi animale, comme s'ils avaient acquis une sorte de conscience par la seule vertu de leur âge. Mais c'était la conscience du vaste monde de la lumière, de l'humidité, de la terre et de l'air. Ils ne s'intéressaient nullement à notre présence, et, l'après-midi venu, j'avais le sentiment de n'avoir pas plus d'importance qu'une fourmi. Je n'aurais jamais imaginé être un jour dédaigné par un arbre. Tandis que nous marchions et que les heures s'écoulaient, je ne devais pas être le seul à me demander si nous ne nous étions pas complètement égarés. Une forêt aussi ancienne aurait pu engloutir une route en une génération. Les racines soulevaient les pavés. Les feuilles et les aiguilles la recouvrirent entièrement. Celle que nous cherchions n'existait peut-être plus que sous la forme d'une ligne sur une vieille carte. C'est le loup, toujours très loin devant nous,
qui la repéra le premier. « Je n'aime pas ça du tout, » fit-il. « La route est par là !» cria Jacques Étriquenne. Ma voix maigrelette évoquait le bourdonnement d'une mouche dans une salle immense, et je fus presque surpris que la reine m'entendît et se retourna. Elle vit mon doigt tendu et, avec un haussement d'épaules, mena l'animal de tête plus à l'ouest. Nous parcourûmes encore une certaine distance avant de distinguer une trouée droite comme un i dans la masse des arbres, éclairée par un ray de lumière. Étriquenne fit descendre ses gepas sur la large surface. « Qu'est-ce qui ne te plaît pas ?» Le loup s'ébroua comme pour éjecter l'eau de ses poils. « Cette piste est trop humaine. C'est comme un feu pour faire cuire la viande. » Je ne comprends pas. Il rabattit ses oreilles en arrière. C'est comme une grande force, rapetissée et pliée à la volonté d'un homme. Le feu cherche toujours à échapper à ce qui l'enferme. Cette route aussi. Sa réponse ne m'expliqua rien. J'arrivai moi-même à la route, derrière les gepas et Étriquenne. La large piste coupait droit à travers les arbres, en dessous du niveau de la forêt, comme la trace laissée par un enfant qui traîne un ballon dans du sable. Les arbres poussaient tout le long et la surplombaient, mais aucune racine ne l'avait crevée, aucun baliveau n'en avait jailli, et la neige qui la couvrait ne portait pas la moindre marque, pas même celle d'un oiseau. On n'y voyait même pas d'empreinte ancienne à demi effacée par la neige. Nul animal, nul homme ne s'était engagé sur cette route depuis le début de l'hiver, et, autant que je puisse en juger, aucune trace de gibier ne la traversait. Je posai le pied sur la surface. J'eus l'impression d'enfoncer le visage dans des toiles d'araignée, cependant qu'un bloc de glace me glissait le long du dos, comme lorsqu'on pénètre dans une cuisine surchauffée, après avoir été exposé à un vent glacial. C'est une sensation physique qui me saisit, aussi précise que celle que je viens d'évoquer, et pourtant aussi indescriptible que le mouillé ou le sec. Je me figeai sur place. Cependant, aucun de mes compagnons ne manifesta quoi que ce fût en descendant du niveau de la forêt à celui de la route. Le seul commentaire, en aparté d'Astérie, fut que là au moins la neige était moins épaisse et qu'il serait plus facile de marcher. Sans même songer à s'étonner de cette moindre épaisseur, elle pressa le pas pour rattraper la colonne de gepas. J'étais toujours immobile sur la route quand, plusieurs minutes plus tard, Caudron émergea des arbres et parvint à son tour sur la voie. Comme moi, elle s'arrêta, apparemment surprise, et marmonna quelque chose. « Pardon ? Vous avez dit façonné par l'art ?» Elle leva brusquement les yeux vers moi, comme si elle ne m'avait pas vu planté devant elle. Puis elle me foudroya du regard et resta un moment silencieuse. Enfin, j'ai dit « Satané montagnard !» J'ai failli me tordre la cheville en sautant. Ces bottes montagnardes n'ont pas plus de tenue que des chaussettes. Là-dessus, elle me tourna le dos et partit à pas lourds à la suite des autres. Je l'imitais. J'avais l'impression de marcher dans de l'eau, mais sans éprouver la résistance de l'eau. C'est une sensation difficile à décrire. C'était comme si j'étais environné d'un liquide qui coulait vers le haut et m'entraînait avec lui. La force cherche à échapper à ce qui l'enferme, répéta le loup d'un ton lugubre. Je m'aperçus qu'il trottait à ma hauteur, mais sur le rebord où commençait la forêt et non sur la surface lisse de la route. Tu aurais intérêt à me rejoindre. Je considérais sa proposition. Tout va bien, apparemment. C'est plus facile de marcher sur la route. Le terrain est moins accidenté. C'est ça. Comme le feu qui te réchauffe jusqu'au moment où il te brûle. Je ne vis pas quoi répondre et resta un moment aux côtés de Caudron. Après des jours passés à progresser en file indienne sur une piste étroite, marcher de front avec quelqu'un me paraissait très agréable. Nous suivîmes ainsi la vieille route tout le reste de l'après-midi. Elle montait sans cesse, mais toujours en prenant les versants par l'oblique, si bien que la pente n'était jamais excessive. Seule venait rompre la neige lisse qui la recouvrait,
quelques branches mortes tombaient des arbres en surplomb, la plupart pourrissantes. Pas une fois je ne relevai de traces d'animaux, qu'elles suivent la route ou la croisent. Il n'y a pas la moindre odeur de gibier, confirma Œil de Nuit d'un ton affligé. Je vais devoir aller loin cette nuit pour me procurer de la viande fraîche. Tu pourrais t'y mettre dès maintenant, suggérai-je. Je préfère ne pas te laisser seul sur cette route, répondit-il avec gravité. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et puis, Caudron est à côté de moi, je ne suis pas seul. Elle ne vaut pas mieux que toi, répliqua-t-il, têtu. Mais, malgré mes questions, il ne put m'expliquer ce qu'il craignait. Cependant, à mesure que l'après-midi avançait, je me laissais peu à peu distraire. De temps en temps, je me surprenais à m'égarer dans des rêveries aux images réalistes, des songes où je m'absorbais tant qu'en sortir était comme s'éveiller en sursaut. Et, comme souvent, les rêves, ils éclataient comme des bulles de savon, en ne me laissant presque aucun souvenir. Patience distribuant des ordres, comme si elle était reine des Siduchés. Buriche donnant le bain à un bébé en chantonnant. Deux personnes que je ne connaissais pas reconstruisant une maison à l'aide de pierres noircies par le feu. Ces images, sans rapport entre elles et aux couleurs presque trop vives, étaient pourtant d'une telle précision que j'en arrivais quasiment à les croire réelles. Mon pas, tout d'abord, si aisé sur la route, me semblait peu à peu s'accélérer, comme si un courant me poussait en avant, indépendant de ma volonté. Pourtant, je ne devais pas marcher très vite, car Caudron resta à ma hauteur tout l'après-midi. Elle interrompait souvent mes songeries pour me poser des questions sans importance, attirer mon attention sur un oiseau perché ou me demander si mon dos me faisait toujours mal. Je m'efforçais de lui répondre, mais au bout de quelques instants, j'avais oublié ce dont nous parlions. Étant donné mon état d'esprit confus, je ne lui en voulais pas de me regarder de travers, mais j'étais incapable de trouver remède à mes absences. Nous passâmes devant une grosse branche tombée sur la route. Il me vint à son propos une pensée singulière, dont je voulus faire part à Caudron. Mais l'idée m'échappa avant même que je pusse la formuler. J'étais si absorbé dans mon néant intérieur que je sursautais quand le fou m'appela. Je regardai devant moi, les gepas avaient disparu. Puis, Fitz chevalerie! Cria-t-il encore une fois. Je me retournai et m'aperçus alors que j'avais doublé non seulement le fou, mais l'expédition tout entière. À côté de moi, Caudron marmonnait en faisant demi-tour. Les autres s'étaient arrêtés et débattaient les gepas. Vous n'avez tout de même pas l'intention de planter la tente au milieu de la route, s'exclama Caudron d'un ton inquiet. Occupés à étendre la peau de chèvre de la yourte, Astérie et le fou s'interrompirent pour la regarder. Craignez-vous de gêner la circulation des foules et des charrois? Fit le fou d'un ton ironique. C'est plat ici. La nuit dernière, j'avais une racine ou une pierre dans le dos, renchérit Astérie. Sans leur prêter attention, Caudron s'adressa à Kétriken. Nous risquons d'être visibles de très loin dans les deux directions. Mieux vaudrait camper sous les arbres. Kétriken observa les alentours. Il fait presque nuit, Caudron, et je ne pense pas que nous ayons guère à craindre d'être poursuivis. À mon sens, je sursautai quand le fou me prit par le bras et m'entraîna vers le bord de la route. Grimpe, m'ordonna-t-il d'un ton bourru, quand nous fûmes au pied du remblai. J'obéis en m'aidant des pieds et des mains et me retrouvai sur le sol moussu de la forêt. Aussitôt, je me mis à bâiller, mes oreilles se débouchèrent et je me sentis l'esprit plus vif. Je jetai un coup d'œil vers la route où Astérie et Kétriken rassemblaient les pots pour déplacer la yourte. Alors, on ne s'installe plus sur la route? Fis-je bêtement. Ça va bien? Me demanda le fou d'un ton anxieux. Oui, naturellement. Mon dos ne me fait pas plus souffrir que d'habitude, ajoutai-je en croyant que c'était de ma blessure qu'il parlait. Tu étais planté là, le regard perdu au loin sur la route, sans faire attention à personne. D'après Caudron, tu es dans cet état-là depuis le début de l'après-midi. J'avais l'esprit un peu embrouillé, c'est vrai, reconnus-je. J'ôtai une moufle pour me tâter le front.
Je ne pense pas avoir de fièvre. Pourtant, c'était comme des rêves de fièvre, très réalistes. Pour Caudron, ça viendrait de la route. Tu aurais déclaré qu'elle a été façonnée par l'art. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai cru que c'est ce qu'elle avait dit en s'y engageant, qu'elle avait été façonnée par l'art. Et... Et qu'est-ce que ça signifie demanda le fou. Je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais entendu parler de l'art, comme outil pour fabriquer ou façonner des objets. Je posai sur la route un regard perplexe. Elle s'étirait fluidement à travers la forêt, ruban d'un blanc immaculé qui disparaissait sous les arbres. Elle fixait l'attention, et j'avais presque l'impression de voir ce qui se trouvait au-delà du versant boisé. Fitz! Saisi, je reportai mon regard sur le fou. Quoi? Fis-je, agacé. Il frissonnait de froid. Tu es resté là à regarder la route depuis que je t'ai quitté. Je te croyais parti chercher du bois, jusqu'au moment où je t'ai vu planté comme une statue. Que t'arrive-t-il? Je clignai lentement des yeux. Je m'étais promené dans une ville en admirant les amoncellements de fruits jaunes et rouges vifs sur les étals du marché. Mais alors même que je cherchais à retenir ma vision, elle s'évanouit en ne laissant dans mon esprit qu'un méli-mélo de couleurs et de parfums. Je ne sais pas, j'ai peut-être de la fièvre, ou alors je suis très fatigué. Je vais chercher le bois. Je t'accompagne, déclara le fou. À côté de moi, le loup poussa un gémissement inquiet, et je le regardais. Qu'y a-t-il? Lui demandai-je tout haut. Il leva les yeux vers moi, son chanfrein prit un pli angoissé. On dirait que tu ne m'entends pas, et tes pensées ne sont pas des pensées. Ça ira, le fou est avec moi, va chasser, je sens que tu as faim. Moi aussi, je sens que tu as faim, répliqua-t-il d'un ton sinistre. Et il s'en alla, mais à contre-cœur. Je suivis le fou dans la forêt, mais me bornai à porter le bois qu'il ramassait et me tendait. J'avais l'impression de n'être pas tout à fait réveillé. T'est-il déjà arrivé d'étudier un document extraordinairement intéressant, de t'apercevoir tout d'un coup que tu y as pensé non quelques minutes, mais plusieurs heures? Eh bien, c'est le sentiment que j'ai en ce moment. Le fou me passa un bout de bois. Tu me fais peur, murmura-t-il. Tu t'exprimes exactement comme le roi subtil quand il a commencé à s'affaiblir. Mais il se droguait pour ne plus souffrir alors, observai-je. Pas moi. C'est bien ce qui me fait peur, répliqua-t-il. Nous regagnâmes le camp ensemble. Nous avions mis tant de temps que Caudron et Astérie avaient ramassé du combustible de leur côté et fait un petit feu qui éclairait la tente en forme de dôme et les personnes qui se déplaçaient autour. Les gepas qui broutaient non loin n'étaient que des silhouettes noires. Comme nous déposions notre réserve de bois près du feu, Caudron interrompit sa cuisine. « Comment vous sentez-vous » me demanda-t-elle d'un ton grave. « Un peu mieux, répondis-je. Je cherchais des corvées qui resteraient à faire, mais le bivouac s'était organisé sans moi. Ketriken s'était installé sous la tente pour étudier la carte à la lueur d'une bougie. Caudron touillait dans le gruau tandis que, aussi étrange que cela paraisse, le fou et la ménestrelle conversaient à voix basse. Debout, sans bouger, j'essayais de me rappeler quelque chose que je voulais faire, que je m'apprêtais à faire. Ah, la route! Je voulais jeter un nouveau coup d'œil à la route. Je commençais à me diriger vers elle. Fitz chevalerie! Je me retournai, surpris par la sécheresse du ton de Caudron. Qu'y a-t-il? Où allez-vous? Elle se tut, comme étonnée par sa propre question. Je veux dire, Œil de Nuit est-il dans les parages? Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Il est parti chasser, il va bientôt revenir. Et je repris la direction de la route. D'habitude, il a déjà tué son gibier, il est de retour, à cette heure-ci, poursuivit-elle. Je m'arrêtai. Il m'a dit qu'il n'y avait guère de gibier près de la route. Il aurait été obligé d'aller plus loin.
et je me détournai de nouveau. Voilà qui est bizarre, reprit Caudron. On ne voit pas de traces de circulation humaine sur cette route. Et pourtant, les animaux l'évitent. Le gibier n'a-t-il pas tendance à suivre le chemin le plus facile? Sans m'arrêter, je lui répondis par-dessus mon épaule. Certains animaux, oui, d'autres préfèrent rester à couvert. Attrapez-le, ma fille! Aboya Caudron. Fitz! Cria Astérie, mais c'est le fou qui parvint à ma hauteur le premier et me saisit le bras. Reviens sous la tente, me dit-il d'un ton pressant en me tirant en arrière. Mais je veux seulement jeter un coup d'œil à la route! Il fait noir, tu n'y verras rien. Attends le matin, quand nous aurons repris notre chemin. Pour le moment, rentre sous la tente. Je l'accompagnai, non sans gros mêlé. C'est toi qui te conduis de façon bizarre, fou. Tu ne dirais pas ça si tu avais vu ta tête il y a un instant. Le repas du soir ne fut pas différent de ceux que nous prenions depuis notre départ de Jampe. Gruau épais, amélioré de tranches de pommes séchées, viande boucanée et tisane. C'était un menu nourrissant, mais guère exaltant. Et il ne parvint pas à me distraire du regard de mes compagnons qui ne me quittaient pas des yeux. Je finis par poser ma chope de tisane pour demander, exaspéré, « Eh bien quoi ?» Tout d'abord, nul ne répondit. Puis, « Fitz, vous ne montrez pas la garde cette nuit, » dit Ketriken sans embâge. « Je veux que vous restiez à l'intérieur et que vous vous reposiez. »« Je ne suis pas malade, je peux prendre mon tour, » protestai-je. Mais ce fut ma reine qui répliqua. « Je vous ordonne de demeurer sous la tente cette nuit. » Par un effort de volonté, je ravalai mes objections et inclinai la tête. « Comme il vous plaira. Je suis peut-être trop fatigué en effet. »« Non, ce n'est pas que cela, fit Chevalerie. Vous avez à peine touché à votre repas, et, si on ne vous force pas à parler, vous restez sans bouger, les yeux dans le vague. Que vous arrive-t-il » J'essayais de trouver une réponse à la question brutale de Ketriken. « Je ne sais pas. En tout cas, pas exactement. C'est difficile à expliquer. » On n'entendait plus que les petits crépitements du feu. Tous les regards étaient sur moi. Quand on apprend l'art, poursuivis-je lentement, on s'aperçoit que la magie en elle-même recèle un danger. Elle distrait l'attention de l'usager. Lorsqu'on se sert de l'art, il faut concentrer son attention sur le but recherché et refuser de se laisser distraire par l'attraction de l'art. Si l'usager perd cette concentration, s'il cède à l'art lui-même, il peut s'y perdre, s'y engloutir. Je quittais le feu des yeux et regardais les visages qui m'entouraient. Tous étaient immobiles, sauf Caudron qui hochait imperceptiblement la tête. Aujourd'hui, depuis notre arrivée sur la route, j'éprouve une sensation qui ressemble presque à l'attraction de l'art. Je n'ai pas essayé d'artiser. Et même, depuis quelques jours, je me tiens à l'écart de l'art, autant qu'il m'est possible, car je crains que le clan de Royal ne tente de s'introduire dans mon esprit pour me faire du mal. Pourtant, j'ai l'impression que l'art m'appelle. C'est comme une musique que je parviens presque à entendre, ou une très faible odeur de gibier. Je me surprends à chercher à le capter, à déterminer ce qui m'attire. Je regardais soudain Caudron et lus dans ses yeux une lointaine convoitise. Est-ce parce que la route a été façonnée par l'art ? Une expression furieuse passa en un éclair sur ses traits, puis elle baissa les yeux sur ses mains ridées posées sur son giron. Enfin, elle poussa un soupir exaspéré. Peut-être. D'après les vieilles légendes que j'ai entendues, quand un objet est une création de l'art, il peut être dangereux pour certains individus. Je ne parle pas des gens ordinaires, mais de ceux qui ont une aptitude naturelle pour cette magie sans y avoir été formés, ou bien de ceux dont la formation n'est pas assez poussée pour les inciter à la prudence. Je n'ai jamais entendu de légende à propos d'objets créés par l'art. Je me tournai vers le fou et Astérie. Et vous deux ?
Ils secouèrent lentement la tête. Il me semble, dis-je à Caudron d'un ton circonspect, qu'un érudit comme le fou devrait avoir eu vent de ces légendes, et qu'en tout cas une ménestrelle professionnelle devrait en avoir entendu parler. Je la regardai droit dans les yeux. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils ont lu ou n'ont pas lu, répondit-elle guindée. Je me borne à vous signaler ce qu'on m'a raconté il y a longtemps. Il y a combien de temps insistai-je. Ketriken fronça les sourcils, mais n'intervint pas. Il y a très longtemps, répliqua-t-elle d'une voix glaciale, à une époque où les jeunes gens respectaient leurs aînés. Un sourire ravi illumina le visage du fou. Caudron parut considérer qu'elle avait remporté la partie, car elle reposa bruyamment sa chope dans son bol, et me tendit le tout. C'est votre tour de faire la vaisselle, me dit-elle d'un ton sévère. Sur quoi, elle se leva et se dirigea à pas lourds vers la tente. Tandis que je rassemblais les plats pour les nettoyer, avec de la neige, Ketriken s'approcha de moi. Que soupçonnez-vous me demanda-t-elle à sa manière sans détour. Croyez-vous que Caudron soit une espionne? Un ennemi infiltré parmi nous? Non, je ne pense pas. Mais elle est quelque chose. Ce n'est pas seulement une vieille femme qui s'intéresse aux fous pour des raisons religieuses. Cela va plus loin que ça. Mais vous n'avez pas de certitude. Non. J'ai simplement remarqué qu'elle paraît en savoir beaucoup plus long sur l'art que je ne m'y attendrais. Néanmoins, une vieille personne peut acquérir de nombreuses connaissances dans des domaines hors du commun au cours de sa vie. C'est peut-être le cas de Caudron. Je levai les yeux vers le sommet des arbres, agité par le vent. Croyez-vous que la neige va tomber cette nuit? Demandai-je à Ketriken. C'est presque sûr. Et nous aurons de la chance si elle s'arrête au matin. Il faut ramasser encore du bois et l'entreposer près de l'entrée de la tente. Non, pas vous. Allez dans la tente. Si vous vous égariez avec la nuit tombée et la neige qui ne va pas tarder, nous ne vous retrouverions jamais. Je m'apprêtais à protester, mais elle m'interrompit d'une question. Mon vérité, est-il mieux formé que vous à l'art? Oui, madame. Pensez-vous que cette route l'attirerait comme elle vous attire? C'est quasiment certain. Mais il m'a toujours dépassé en matière d'art ou d'entêtement. Un sourire triste étira légèrement ses lèvres. C'est vrai, il est têtu cet homme. Elle laissa soudain échapper un grand sourire. Oh, comme j'aimerais que nous soyons simplement un homme et une femme et que nous vivions loin de la mer et des montagnes. Si tout pouvait être simple pour nous. C'est aussi mon rêve, murmurai-je. Je rêve d'attraper des ampoules aux mains en faisant un travail simple et de voir les bougies de Molly éclairer notre maison. Je souhaite que cela se réalise, Fitz, répondit Ketriken sur le même ton. Je vous le souhaite sincèrement. Mais nous avons un long chemin à parcourir d'ici là. En effet, dis-je, et une sorte de paix s'établit entre nous. Sans le moindre doute, si les circonstances l'exigeaient, elle prendrait ma fille pour le trône. Mais elle ne pouvait pas davantage modifier son attitude face au devoir et au rôle de l'oblat qu'elle ne pouvait changer son sang ou ses os. Elle était ce qu'elle était, et ses désirs n'entraient pas en ligne de compte. En conséquence, si je voulais garder ma fille, il fallait que je rende son époux à Ketriken. Nous nous couchâmes plus tard que de coutume ce soir-là. Tous étaient plus fatigués que d'habitude. Et très tiré, le fou prit malgré tout son tour de garde. La teinte fauve qu'avait prise sa peau lui donnait un aspect effrayant quand il avait froid. On eût dit une représentation de la souffrance sculptée dans du vieil ivoire. Les autres et moi-même ne remarquions guère le froid lorsque nous marchions pendant le jour, mais je pense que le fou ne parvenait jamais à se réchauffer complètement. Pourtant, il s'emmitoufla et alla se planter dehors, dans le vent qui se levait, sans un murmure. Le reste de la troupe s'apprêta au sommeil. Tout d'abord,
la tempête se cantonna dans les hauteurs, au niveau de la cime des arbres. Des aiguilles tombaient en crépitant sur la yourte, suivies, à mesure que la tempête gagnait en puissance, par de petites branches et des paquets de neige glacée. Le froid s'intensifia et se mit à s'insinuer par les moindres interstices des couvertures et des vêtements. À la moitié de la veille d'Astérie, Ketriken fit rentrer la ménestrelle, en déclarant que la tempête montrait la garde à notre place. Quand la jeune femme pénétra sous la tente, le loup apparut sur ses talons, et, à mon grand soulagement, nul ne protesta trop fort contre sa présence. Astérie trouva bien à se plaindre qu'il apportait de la neige dans la tente, mais le fou rétorqua qu'il en apportait moins qu'elle. Œil de Nuit se dirigea aussitôt de notre côté, et se coucha entre le fou et la paroi extérieure. Il posa sa grande tête sur la poitrine de mon compagnon et poussa un profond soupir avant de fermer les yeux. J'en éprouvais presque de la jalousie. Il a plus froid que toi, beaucoup plus. Et, dans la ville, où la chasse était si mauvaise, il a souvent partagé sa nourriture avec moi. Alors, il fait partie de la meute ? Demandai-je, non sans un certain amusement. À toi de me le dire, répondit Œil de Nuit, d'un ton de défi. Il t'a sauvé la vie, il t'a donné son gibier, il a partagé sa tanière avec toi. Est-il de notre meute ou non ? Si, sans doute, fis-je après un instant de réflexion. Je n'avais jamais envisagé la situation sous cet angle. Discrètement, je rapprochai mon sac de couchage du fou. Tu as froid ? Lui demandai-je. Non, tant que je n'arrête pas de trembler, répondit-il, l'air pitoyable. Puis, j'ai plus chaud maintenant que le loup s'est couché entre la paroi et moi. Il dégage une quantité incroyable de chaleur. C'est pour te remercier de toutes les fois où tu lui as donné à manger à Jampe. Le fou me regarda dans la pénombre de la tente. Ah ? Je ne pensais pas que les souvenirs d'un animal pouvaient remonter si loin. Cette remarque inattendue me fit réfléchir. D'habitude, c'est exact. Mais ce soir, il se rappelle que tu l'as nourri, et il t'en est reconnaissant. Le fou leva une main pour gratter délicatement Œil de Nuit à la base des oreilles. Le loup émit un grognement de chiot ravi et se mussa davantage contre le fou. À nouveau, je m'étonnais des changements que je constatais chez lui. De plus en plus souvent, ses réactions et ses pensées étaient un mélange d'humain et de loup. J'étais néanmoins trop fatigué pour m'appesantir sur le sujet. Je fermai les yeux et me préparai à m'endormir. Mais, au bout d'un moment, je m'aperçus que j'avais les paupières étroitement closes, les mâchoires serrées, et que le sommeil me fuyait. Malgré l'épuisement qui me poussait à me laisser aller à l'inconscience, la périlleuse séduction de l'art m'empêchait de me détendre. Je me tournais et me retournais dans l'espoir de trouver une position plus propice, jusqu'au moment où Caudron, à côté de moi, me demanda d'un ton sec si j'avais des puces. Je m'efforçais dès lors de rester immobile. Le regard perdu dans l'obscurité de la tente, j'écoutais le vent qui soufflait à l'extérieur et le doux bruit de la respiration de mes compagnons à mes côtés. Je fermais les yeux, relâchais mes muscles pour essayer au moins de reposer mon corps. Je mourais d'envie de dormir, mais les rêves me tiraillaient tant, tels de méchants petits hameçons plantés dans mon esprit, que je me crus sur le point de hurler. La plupart étaient affreux, une sorte de cérémonie de forgisation dans un village de la côte, un énorme brasier dans une fosse, et des prisonniers amenés devant des outriliens moqueurs qui leur offraient le choix entre se faire forgiser et se jeter dans la fosse. Les enfants assistaient à la scène. Dans un sursaut d'horreur, j'arrachai mon esprit aux flammes. Je repris mon souffle et refermai les paupières. Dormir. La nuit, dans une salle du château de Castelserre, Brodette décousait soigneusement la dentelle d'une vieille robe de mariée. Les lèvres pincées en une moue de désapprobation, elle tirait les petits fils qui attachaient l'ouvrage au tissu. On en obtiendrait un bon prix, lui dit Patience. Cela suffira peut-être à l'approvisionnement de nos tours de guet pour un nouveau mois. Il comprendrait sûrement les sacrifices qu'il faut faire pour Serre.
Elle se tenait la tête très droite, et sa chevelure noire grisonnait davantage que dans mes souvenirs. Elle défaisait les chapelets de perles minuscules et chatoyantes qui festonnaient le col de la robe. Le tissu blanc était devenu ivoire avec le temps, et les volants abondants tombaient en cascade sur les genoux de deux femmes. Patience inclina soudain la tête de côté, comme si elle tendait l'oreille, une expression perplexe sur le visage. Je m'enfuis. Il me fallut user de toute ma volonté pour ouvrir les yeux. Le feu du petit brasero n'était plus que braise qui émettait une lueur rougeâtre. Les yeux fixés sur les piquets qui tendaient les pots de la tente, je m'appliquai à calmer ma respiration. Je n'osais penser à aucun sujet qui risquât de m'attirer hors de ma propre existence, qu'il s'agît de Molly, Buriche ou vérité, et m'efforçais d'évoquer quelque image neutre sur laquelle concentrer mon esprit, sans connotation particulière avec ma vie. J'imaginais un paysage vide, une plaine couverte d'un manteau de neige blanche et lisse, un paisible ciel nocturne au-dessus. Immobilité bienvenue. Je m'y laissais choir comme dans un lit de plumes moelleux. Un cavalier arrivait à bride abattue, penché en avant, accroché à l'encolure de son cheval, qu'il talonnait. Il y avait une beauté simple et sans menace dans ce duo. Le cheval au galop, l'homme dont le manteau tourbillonnant faisait écho à la queue flottante de sa monture. Pendant quelque temps, il n'y eut rien d'autre que l'homme et le destrier noir qui ouvrait la plaine enneigée sous la lune d'une nuit claire. Le cheval courait bien. Dans un étirement et une rétraction des sans effort des muscles, et l'homme le chevauchait avec légèreté, presque comme suspendu au-dessus de lui. La lune accrocha un reflet d'argent au front du cavalier et miroita sur l'emblème ossaire cabré qu'il portait. Imbre! 3 autres cavaliers apparurent. 2 se présentèrent par derrière, mais leurs chevaux galopaient avec lassitude, lourdement, et le cavalier solitaire les distancerait si la course devait se poursuivre. En revanche, le 3e coupait la plaine à l'oblique, et son cheval pie courait de toutes ses forces sans paraître remarquer la neige épaisse qu'il brassait dans sa course. Petit, celui qui le montait, se tenait droit dans sa selle, manifestement à l'aise. C'était sans doute une femme ou un jeune homme. L'éclat de la lune volta sur la lame d'une épée. Un moment où on put croire que le chemin du jeune cavalier avait coupé celui d'Imbre, mais le vieil assassin vit l'adversaire. Il dit quelques mots à sa monture et, spectacle incroyable, le hongre accéléra brutalement. Il laissa les 2 poursuivants les plus lourds loin derrière lui, mais le pied était plus frais. Le hongre ne pouvait maintenir son allure et le galop régulier de l'autre rognait peu à peu son avance. L'écart se réduisait peu à peu, mais implacablement. Enfin, le pie se trouva derrière le hongre noir. Celui-ci ralentit. Imbre se tourna dans sa selle et leva un bras en signe de salut. L'autre cria d'une voix de femme qui paraissait ténue dans l'air glacé. « Pour vérité, le vrai roi !» Elle lança un sac à Imbre, qui lui jeta un paquet en retour. Et ils se séparèrent soudain, chacun virant de son côté. Le bruit des sabots s'éloigna dans la nuit. Les montures des poursuivants, fourbues et couvertes d'écume, fumaient dans l'air froid. Leurs cavaliers tirèrent les rênes en sacrant quand ils parvinrent à l'endroit où Imbre et sa complice s'étaient écartés l'un de l'autre. Des bribes de discussions mêlées de jurons flottèrent dans la nuit. Satanés partisans lois-voyants. Impossible de savoir qui l'a maintenant. Enfin, moi, je ne tiens pas à prendre le fouet à cause de cette histoire. Ils parurent tomber d'accord, car ils laissèrent souffler leurs montures, puis reprirent lentement leur route dans la direction inverse de celle où ils étaient venus. Je revins brièvement à moi, et je m'aperçus avec étonnement que je souriais alors même que j'avais le visage baigné de sueur. J'artisai avec force et précision, en respirant profondément pour soutenir l'effort. Je voulus m'écarter de l'art, mais l'envie de savoir était trop forte et trop attirante. J'étais heureux de la fuite d'Imbre, heureux d'apprendre qu'il y avait des partisans qui œuvraient pour vérité. Le monde s'ouvrait tout grand devant moi, tentant comme un plateau de sucreries. Mon cœur
choisit sans hésiter. Un enfant pleurait, à la façon interminable, désespérée des nourrissons. C'était ma fille. Elle était couchée sur un lit, enveloppée dans une couverture perlée de pluie, et elle avait le visage rouge à force de crier. « Tais-toi! Ne peux-tu te taire 1 minute ?» lui dit Molly d'une voix effrayante, tant on y sentait d'épuisement et d'exaspération. Burish, sévère et fatiguée. Ne vous mettez pas en colère contre elle, ce n'est qu'une enfant. Elle a sans doute faim, c'est tout. Molly se redressa, les lèvres pincées, les bras croisés raides sur la poitrine. Elle avait les joues rouges et ses cheveux pendaient en mèches trempées. Burish accrocha son manteau dégoûtant. Il venait manifestement de rentrer. Les braises étaient éteintes dans la cheminée et il faisait froid dans la chaumière. En ménageant son genou, Burish s'agenouilla maladroitement devant l'âtre et choisit du petit bois pour le feu. Je le sentais tendu et je savais l'effort qu'il faisait pour contenir son agacement. « Occupez-vous de la petite, fit-il à mi-voix. Je vais allumer du feu et mettre de l'eau à chauffer. Molly ôta son manteau et le suspendit à côté de celui de Burish. Elle détestait qu'on lui dise ce qu'elle avait à faire. Les hurlements du bébé se poursuivaient, aussi impitoyables que le vent d'hiver. J'ai froid, je suis fatigué, j'ai faim et je suis trempé. Elle va devoir apprendre qu'il faut parfois attendre. Burish se pencha pour souffler sur une braise et jura tout bas en la voyant s'éteindre. Elle aussi, elle a froid, elle a faim, elle est fatiguée et elle est trempée, dit-il d'un ton plus sec, sans cesser d'essayer d'allumer le petit bois. Mais elle est trop petite pour y faire quoi que ce soit. Alors, elle pleure. Pas pour vous tourmenter, mais pour vous dire qu'elle a besoin d'aide. C'est comme un chiot qui glapit, jeune femme, ou un poussin qui pépit. Ce n'est pas pour vous énerver. Sa voix était montée d'un cran à chaque phrase. Eh bien moi, ça m'énerve s'exclama Molly en se retournant, prête à se battre. Qu'elle pleure! Je suis trop fatiguée pour m'occuper d'elle. En plus, elle devient gâtée. Elle crie seulement pour qu'on la prenne dans les bras. Je n'ai plus 1 minute à moi, je ne peux même plus dormir une nuit entière. Donner à manger à la petite, baigner la petite, changer la petite, tenir la petite. Voilà toute ma vie aujourd'hui. À geste brusque, elle avait décompté ses doléances sur ses doigts. Elle avait dans l'œil le même éclat que lorsqu'elle bravait son père. Et elle s'attendait certainement que Burish se lève et s'avance vers elle, l'air menaçant. Mais il se contenta de souffler sur une petite braise et d'émettre un grognement satisfait quand une flamme mince s'éleva pour embraser une torsade d'écorce de bouleau. Sans daigner se retourner vers Molly ni vers l'enfant qui pleurait, il se mit à déposer du petit bois sur le feu encore hésitant. Et je m'émerveillais qu'il ne perçoive pas la rage de Molly. Pour ma part, je n'aurais pas été aussi calme si je l'avais su derrière moi, avec une telle expression sur les traits. Une fois le feu bien lancé, il se redressa et se tourna. Non vers Molly, mais vers la petite. Puis se dirigea vers elle, en frôlant Molly comme si elle n'avait pas existé. J'ignore s'il se rendit compte qu'elle s'était raidie dans l'attente d'un coup à venir. Mais j'eus le cœur fendu de voir cette cicatrice que lui avait laissée son père. Burish se pencha sur l'enfant et la démaillota en lui parlant d'une voix douce, et c'est avec une sorte de révérence que je vis avec quelle habileté il la changeait. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis s'empara sur un dossier de chaise d'une chemise de laine qui lui appartenait, et y emmitoufla ma fille. Elle pleurait toujours, mais sur un ton différent. Il la plaça contre son épaule et, de sa main libre, versa de l'eau dans une bouilloire qu'il mit à chauffer. On eût dit que Molly n'était pas là. Pâle comme la mort, les yeux agrandis, elle le regarda mesurer du grain. Comme l'eau ne bouillait pas encore, il s'assit et tapota rythmiquement le dos du bébé. Les cris perdirent de leur conviction, comme si la petite commençait à se fatiguer. Molly s'approcha d'eux à grands pas. « Donnez-la moi, je vais m'en occuper. » Burish leva lentement les yeux vers elle, impassible.
Je vous la donnerai quand vous vous serez calmé et que vous aurez vraiment envie de la prendre. Vous allez me la donner tout de suite, c'est ma fille répondit Molly d'un ton cinglant en essayant de s'emparer du bébé. Burish l'arrêta du regard. Elle recula. Vous voulez me faire honte, c'est ça jeta-t-elle d'une voix stridente. C'est ma fille. J'ai le droit de l'élever comme bon me semble. Elle n'a pas besoin qu'on la tienne tout le temps dans les bras. En effet, dit-il sans se fâcher, mais sans faire mine non plus de lui donner l'enfant. Vous me prenez pour une mauvaise mère, mais que savez-vous des enfants pour prétendre que j'ai tort? Burish se leva, vacilla un instant sur sa jambe invalide, puis reprit son équilibre. Il saisit la mesure, versa dans l'eau bouillante le grain en pluie et le tourna avec une cuillère pour bien le mouiller. Puis il reposa le couvercle sur la casserole qu'il écarta légèrement du feu. Pendant tout ce temps, il n'avait cessé de bercer la petite au creux de son bras. Quand il répondit à Molly, je sus qu'il avait mûrement pesé ses termes. Ses enfants, rien peut-être. Mais je m'y connais en ce qui concerne les jeunes de beaucoup d'espèces. Poulains, chiots, veaux, porcelets et même chatons. Je sais que si on veut avoir leur confiance, il faut souvent les toucher quand ils sont petits. Doucement, mais avec fermeté, pour qu'ils aient confiance aussi en la force de celui qui s'occupe d'eux. Il s'échauffait. J'avais entendu 100 fois ce sermon qui s'adressait en général à des palefreniers trop impatients. On ne leur crie pas dessus, on ne fait pas de gestes qui peuvent paraître menaçants. On les nourrit bien, on leur fournit de l'eau propre, on les nettoie et on leur donne un abri pour l'hiver. Son ton se fit accusateur. On ne passe pas ses nerfs sur eux et on ne confond pas punition et discipline. Molly prit un air outré. C'est par les punitions qu'on obtient la discipline. On l'apprend en se faisant punir quand on a fait quelque chose de mal. Burish secoua la tête. J'aimerais punir celui qui vous a enseigné ça. À la dure, sans doute, dit-il. Et je sentis la colère monter dans sa voix. Qu'avez-vous appris de votre père quand il passait ses nerfs sur vous? Que se montrer tendre avec son enfant est signe de faiblesse? Qu'accepter de prendre son petit dans les bras quand il crie parce qu'il a besoin de vous est indigne d'un adulte? Je ne tiens pas à parler de mon père, déclara soudain Molly, mais d'un ton hésitant. Elle tendit les bras vers la petite comme un enfant qui cherche son jouet préféré. Et Burish lui laissa prendre le nourrisson. Molly s'assit au bord de la cheminée, puis ouvrit son corsage. La petite s'accrocha voracement à son sein et se tut aussitôt. Pendant quelque temps, on n'entendit plus que le vent qui murmurait au dehors, le bouillonnement du gruau et le claquement du bois que Burish cassait pour alimenter le feu. Vous n'étiez pas toujours patient avec Fitz quand il était enfant, marmonna Molly d'un ton de reproche. Un rire bref comme un aboiement échappa à Burish. Personne n'aurait pu rester éternellement patient avec ce gosse, je crois. Quand on me l'a confié, il avait 5 ou 6 ans, et je ne savais rien de lui. En outre, j'étais jeune, et bien d'autres choses m'intéressaient. Un poulain, on peut le mettre dans un enclos. Un chien, on peut l'attacher un moment. Ce n'est pas possible avec un enfant. Pas une seconde on ne peut oublier qu'on en a un. Il haussa les épaules d'un air fataliste. Avant que j'aie le temps de me retourner, il était devenu le centre de mon existence. Il se tut un instant, une expression étrange sur le visage. Et puis, on me l'a pris. Et je ne m'y suis pas opposé. Et aujourd'hui, il est mort. Un silence. J'aurais voulu leur parler, leur dire que j'étais vivant, mais c'était impossible. Je les voyais et les entendais, mais je ne pouvais rien leur transmettre. Tel le vent au dehors, je tempêtais, je cognais les murs, mais en vain. Que vais-je faire? Qu'allons-nous devenir? Fit brusquement Molly. Le désespoir qui perça dans sa voix me déchira le cœur. Regardez-moi, je suis fille-mère et je n'ai pas de quoi m'établir. Toutes mes économies ont disparu.
Elle leva les yeux vers Buriche. Ai-je été bête? J'avais toujours cru qu'il reviendrait auprès de moi, qu'il m'épouserait. Mais il n'est jamais revenu. Il ne reviendra jamais. Elle se mit à se balancer en serrant la petite contre elle. Des larmes roulèrent sur ses joues. J'ai bien entendu le vieux, aujourd'hui, celui qui a dit qu'il m'avait vu à Bourg-de-Castelserre et que j'étais la putain du bâtard au vif. Combien de temps faudra-t-il avant que l'histoire fasse le tour de Campélan? Je n'ose plus aller à la ville. Je ne peux plus y marcher la tête haute. À ces mots, quelque chose se brisa en Buriche. Il s'avachit soudain, le coude sur les genoux, la tête dans les mains. Je croyais que vous ne l'aviez pas entendu, murmura-t-il. S'il n'avait pas eu l'âge d'être mon arrière-grand-père, je l'aurais obligé à répondre de ses propos. On ne provoque pas un homme qui dit la vérité, répondit Molly avec accablement. Buriche releva brusquement la tête. Vous n'êtes pas une putain! S'exclama-t-il avec émotion. Vous étiez l'épouse de Fitz. Ce n'est pas votre faute si certains ne le savaient pas. Son épouse! Répéta Molly d'un ton moqueur. Je n'étais pas son épouse, Buriche. Nous n'étions pas mariés. C'est pourtant ainsi qu'il parlait de vous. Je vous le jure, j'en suis certain. S'il n'était pas mort, il vous aurait rejointe, c'est évident. Il a toujours voulu vous épouser. Ah, ça oui. Ce n'étaient pas les intentions qui lui manquaient, ni les mensonges. Mais les intentions ne sont pas les faits, Buriche. Si chaque femme à qui on a promis le mariage était une épouse, il y aurait beaucoup moins de bâtards. Elle se redressa et essuya les larmes de ses joues d'un geste là, qui mettait un terme à la discussion. Buriche n'avait pas répondu. Molly regarda le petit visage enfin apaisé du nourrisson. Il s'était endormi. Elle insinua son petit doigt dans la bouche du bébé pour libérer son mamelon, puis elle referma son corsage et dit avec un pâle sourire « J'ai l'impression d'avoir senti une dent sous sa gencive. Ça lui donne peut-être des coliques, tout simplement. »« Une dent? Faites-moi voir !» Buriche s'approcha et se pencha sur la petite dont Molly retroussa la lèvre inférieure. Une minuscule demi-lune blanche apparaissait en effet dans la gencive. Tout en dormant, ma fille s'écarta du doigt, les sourcils froncés. Buriche la prit tendrement des bras de Molly et la déposa sur le lit, toujours emmaillotée dans sa chemise. Près de la cheminée, Molly ôta le couvercle de la casserole et remua dans le gruau. « Je m'occuperai de vous deux, » dit Buriche, l'air gêné. Il n'avait pas quitté l'enfant des yeux. « Je ne suis pas trop vieux pour trouver du travail, vous savez. Tant que je peux manier une hache, nous pouvons vendre ou échanger du bois en ville. Nous nous débrouillerons. » Vous n'êtes pas vieux, répondit Molly d'un ton absent en salant le gruau, puis elle se laissa tomber dans son fauteuil. Dans un panier à portée de sa main, elle prit une chemise à raccommoder et la tourna en tous sens, en cherchant par où commencer. On vous dirait remis à neuf chaque matin. Tenez, cette chemise, elle est déchirée aux épaules, comme si elle appartenait à un adolescent en pleine croissance. J'ai l'impression que vous rajeunissez tous les jours, tandis qu'il me semble vieillir à chaque heure qui passe. Et puis, je ne peux pas vivre éternellement à vos crochets, Buriche. Je dois faire ma vie. Pour l'instant, je ne sais pas par où commencer, voilà tout. Eh bien, pour l'instant, ne vous en souciez pas, répondit-il d'un ton rassurant. Il alla se placer derrière son fauteuil et leva les mains comme s'il allait les poser sur ses épaules. Mais non. Il croisa les bras sur sa poitrine. Le printemps va bientôt arriver. Nous ferons un potager. Le poisson va remonter les rivières. Et puis, il y aura peut-être de l'embauche à Capellan. Nous y arriverons, vous verrez. Son optimisme trouva un écho en Molly. Je devrais commencer dès maintenant à fabriquer des ruches en paille. Avec de la chance, je mettrai peut-être la main sur un essaim. Je connais un champ de fleurs dans les collines où les abeilles butinent en grand nombre en été. Si nous y placions nos ruches, s'y installeraient-elles? Molly eut un petit sourire. Ce ne sont pas des oiseaux, grand Nigo.
Elles n'essaiment que quand elles sont trop nombreuses dans la ruche d'origine. Nous pourrions nous procurer un essaim de cette manière, mais pas avant le plein été, voire l'automne. Non, au printemps, quand les abeilles commenceront à se réveiller, nous essayerons de trouver un arbre qui abrite une ruche. J'aidais mon père à aller chercher quand j'étais petite, avant de m'aviser de faire hiberner les abeilles dans une ruche. On pose quelque part une assiette pleine de miel chaud pour les attirer. Une abeille arrive, puis une autre, et si on est doué comme moi, on peut remonter leur parcours jusqu'à l'arbre d'où elles viennent. Ce n'est que le début, naturellement. Il faut encore obliger l'essaim à sortir de l'arbre pour entrer dans la ruche qu'on a préparée. Quelquefois, quand l'arbre est assez petit, il suffit de l'abattre et de récupérer le gâteau pour le placer dans la ruche en paille. Le gâteau, c'est la partie de l'arbre dans laquelle elle niche. Et elle ne pique pas? Demanda Burrige d'un ton incrédule. Non, si on s'y prend comme il faut, répondit-elle calmement. Il faudra que vous m'appreniez, dit-il avec humilité. Molly se tortilla dans son fauteuil pour se tourner vers lui. Le sourire qu'elle lui fit ne ressemblait pas à son sourire d'autrefois. Il disait « Nous faisons semblant que tout ira bien, et je le sais aussi bien que vous. » Elle avait appris à la dure qu'aucun espoir n'était complètement fiable. D'accord, si vous m'enseignez mes lettres. Brodette et Patience ont commencé, et je sais un peu lire, mais j'ai plus de mal avec l'écriture. Je vous montrerai. Ainsi, vous pourrez montrer à Horty à votre tour, promit-il. Horty. Elle avait appelé ma fille Horty, du nom de la plante qu'elle adorait, bien qu'elle laissât de cuisantes démangeaisons aux mains et aux bras si on la cueillait sans faire attention. Était-ce ce qu'elle pensait de ma fille, qu'elle donnait du chagrin en même temps que de la joie? Je fus peiné qu'elle la vît ainsi. Je sentis mon attention attirée ailleurs, mais je m'accrochai fermement à la scène à laquelle j'assistais. Si je ne pouvais pas m'approcher davantage de Molly, je voulais profiter autant que possible de ce que j'avais. Non, dit Vérité d'un ton ferme. Va-t'en tout de suite. Tu les mets en danger. Crois-tu qu'ils auraient scrupule à les détruire s'ils pensaient ainsi pouvoir te faire mal et t'affaiblir? Je me retrouvais tout d'un coup en compagnie de Vérité. Là où il se trouvait, il faisait froid et sombre, et le vent soufflait. J'essayais de distinguer ce qui nous entourait, mais il bloqua ma vue. Il m'avait amené à lui sans le moindre effort, et sans le moindre effort, il m'empêcha de voir. La puissance de l'art qu'il avait en lui était effrayante. Pourtant, je le sentais fatigué, épuisé presque, à en mourir malgré cet immense pouvoir. L'art était comme un étalon plein de vigueur, et Vérité comme la corde effilochée qui le tient attaché. L'attraction était incessante, et il ne devait pas relâcher sa résistance. « Nous venons vous rejoindre, lui dis-je bien que ce fût inutile. Je sais. Hâtez-vous, et ne recommence plus. Ne songe plus à eux, ne pense pas non plus à ceux qui nous veulent du mal. Ici, chaque murmure est un cri. Ils disposent de pouvoirs que tu n'imagines pas et d'une puissance à laquelle tu ne peux t'opposer. Où que tu ailles, tes ennemis risquent de te suivre. Ne laisse donc aucune trace. »« Mais où êtes-vous » m'écriai-je alors qu'il me repoussait. « Trouve-moi » ordonna-t-il avant de me rejeter dans mon corps et mon existence. Je me retrouvais assis dans mes couvertures, en train de respirer convulsivement pour reprendre mon souffle. J'avais l'impression d'avoir été violemment plaqué sur le dos. Pendant quelques instants, j'émis de petits couinements en m'efforçant de remplir mes poumons d'air. Puis, je parvins enfin à aspirer complètement. Je promenais mon regard sur l'intérieur de la tente, plongée dans l'obscurité. Dehors, la tempête hurlait. Du brasero n'émanait plus qu'une vague lueur rougeâtre, qui n'éclairait guère que la forme pelotonnée de Caudron tout à côté. « Ça va » murmura le fou. « Non » répondais-je aussi bas. Je me rallongeai près de lui. Je me sentais soudain trop épuisé pour réfléchir, pour prononcer une parole de plus. La transpiration dont j'étais couvert se refroidissait et je fus pris de frissons.
À mon grand étonnement, le fou passa un bras autour de mes épaules. Reconnaissant de son geste, je me rapprochai de lui pour partager la chaleur de son corps. Je perçus également la compassion de mon loup. Je m'attendais que le fou me tînt quelques propos réconfortants, mais il était trop avisé pour s'y risquer. Je m'endormis, plein du désir de parole qui n'existait pas.